Bueno, veo poca audiencia, pero de calidad. Está muy bien. Bueno, vamos a iniciar porque tenemos una agenda apretada y pues debemos de seguir también los tiempos que se nos han dado para esta sesión. La sesión que tenemos hoy día para compartir con ustedes es acerca de los retos y soluciones de la cadena de frío. Realmente nuestros expositores que tenemos aquí son de los países. Tenemos el ingeniero Alejandro Ortega, es el responsable de la cadena de frío del programa de inmunizaciones de Nicaragua. Más de 20 años trabajando como el responsable de la cadena de frío de manera con mucha amplia experiencia en este campo, en este tema. También tenemos a la doctora Lena López, la jefe del programa de inmunizaciones de Cuba, del Ministerio de Salud. Y tenemos a Claudia Liliana. Nous avons Claudia Liliana Sosa, elle n'est pas ici en présentiel, mais on a la vidéo. Elle est une professionnelle spécialisée. Elle travaille avec le ministère de Santé et Protection sociale de la Colombie. Elle va présenter un outil qui a été implémenté en Colombie. Donc, la session est focalisée sur les enjeux, les solutions des pays pendant la pandémie. La COVID a été un défi pour tous les pays dans le monde parce que nous ne savions pas quel vaccin on allait utiliser, les plateformes, les caractéristiques. Et on a commencé à travailler avec des outils développés par l'OMS comme les sizing tools pour pouvoir considérer les capacités nécessaires pour le système de chaîne de froide. Et un outil important était l'inventaire. Ça nous donne une information importante. Nous connaissons les équipes, nous savons quelles sont les choses qui fonctionnent et les capacités installées. Et basé sur ça, nous avons pu faire face aux enjeux. On a aussi eu les vaccins à une température très basse. Les capacités de réfrigérateur étaient une difficulté et la gestion du vaccin avec une basse température, on a pu surmonter les défis avec les formations et l'équipe de travail qui a pu aider pour résoudre ces conditions. La pandémie a aussi donné des opportunités. Opportunités pour renforcer les chaînes de froid, les chaînes d'approvisionnement, et c'est là que nous voulons présenter aujourd'hui dans cette session. Les enjeux, les solutions, comment ils ont pu faire face et les opportunités pendant la pandémie. Donc, j'aimerais appeler au podium Alejandro Ortega, ingénieur du ministère de Santé Nicaragua. Merci. Bonjour à tous. Comme Nora a mentionné, nous allons donner un peu de historique, comment on a pu faire face à la pandémie. Qu'est-ce qu'on a fait durant la pandémie et après? Et quels sont nos enjeux maintenant? Nos pays ont souffert à cause de la pandémie et tous les ministères de santé a eu des difficultés. Nous n'étions pas préparés, mais ça a servi pour améliorer tous les systèmes de santé. Et une des choses qu'on a pu voir, c'était la capacité de stockage. Comment absorber tant de vaccins pour, contre la COVID? Trop de vaccins sans infrastructure, l'équipement adéquat pour
recevoir les vaccins. Nous avions un autre problème, les conditions de stockage de température trop basse parce que nous n'avions pas ce type d'équipe. Et les programmes d'immunisation, comme vous le savez, les vaccins sont conservés à température de 2, 8 et 20 degrés. La outre basse température a été une difficulté. Les facteurs qui ont affecté la population, les temps de vie utile, ce sont certaines activités auxquelles on a dû faire attention. Le déploiement des vaccins devait être le plus vite possible. Notre pays, dans la région d'Amérique centrale, a une population de presque 7 millions d'habitants, 15 vaccins, ça inclut le COVID dans les programmes et nous avons même dans quelques mois, 1 ou 2 mois, nous aurons introduit les vaccins de HPV. On attend les premiers transports pour les enfants âgés de 10 à 13 ans. Voici notre structure logistique du pays avec un stock national où on reçoit tout le vaccin. Nous avons les niveaux sous-national, 19 magasins ou stocks et les postes de santé, les secteurs de santé, nous appelons la partie opérative du programme d'immunisation. Comme vous voyez, tous les niveaux sont équipés. Équipement pour la chaîne d'approvisionnement préqualifiée. Les chambres, les réfrigérateurs, les thermomètres, tout est préqualifié. Nous ne pouvons pas avoir des dispositifs ou des équipements qui ne font pas partie du catalogue. Donc, avec ce qui s'est passé, on a fait une analyse de la chaîne de froid. On a commencé dans l'année 2015. On a été évalué pour la gestion avec la version 1.0. Ça a donné comme résultat un plan pour amélioration en continu. Et la chose la plus importante, et nous n'avions pas de dispositif pour le suivi de température en temps réel, des indicateurs de congélation, les remplacements des équipements. Et je vais vous raconter une histoire. Nous sommes un pays où presque 80% de nos équipes sont assez vieilles, âgées on a de 15 à 23 ans d'utilisation et il continue à fonctionner. Lors de l'évaluation, on s'est rendu compte qu'on avait trop d'équipements vieilles. Il a été recommandé de remplacer graduellement ces équipements. Et c'est ça qu'on était en train de faire. Les dispositifs de registre en continu pendant 30 jours. Nous utilisons des thermomètres d'alcool et la recommandation de la construction de 4 bureaux régionaux. Les systèmes de contrôle d'inventaire de vaccins, nous avons maintenant au web. Les standards, maintenant sur web, à tous les niveaux, ça veut dire au niveau central, municipal et district. L'emploi des indicateurs de congélation, notre boîte thermique pour le transport de vaccins et les régulations des immunisations qui probablement c'est à la fin de ce mois-ci ou le prochain, c'est officiellement. Et une autre chose importante, que c'est l'inventaire mis à jour de l'équipe. De l'analyse qu'on a fait, nous avons employé
À ce moment-là, quand on a eu la pandémie, on a employé 3 systèmes pour garder les contrôles de la chaîne de froid. Et nous avons employé CCCM et nous avons employé aussi IGA. Ça veut dire l'analyse et contrôle d'équipe. Et on a employé cela, tous les deux. Et cela nous a permis, quand on a eu le COVID, nous avions déjà et nous connaissions où était chaque équipement. Ça veut dire que chaque unité de santé, quel genre d'équipe ils avaient, la marque, la population que ça gérait, et qu'est-ce qu'il est requis de vaccins. Nous avions déjà toute cette information. Le problème, c'est comme nous ne savions pas quel genre de vaccin nous allions employer pour le COVID, on ne savait pas si c'était AstraZeneca, si c'était Moderna ou Pfizer. Nous ne savions pas. Alors, nous ne pouvions pas calculer avec les genres de vaccins. Nous ne savions pas. Et alors, cela a été conçu basé sur un volume des 30 cc de vaccin. Et basé sur cela, nous avons tout calculé. Et nous nous sommes rendus compte avec ces outils, nous nous sommes rendus compte que nous avions une brèche au niveau national et subnational. Et avec ces outils. Alors, ces outils, ils sont mis à jour sur les Nations Unies ensemble avec OPS. Cela nous a permis de faciliter l'opération. Ici, vous pouvez voir ce qui est créé dans ces outils. Toute cette information qui nous aide à connaître spécifiquement unité par unité. Alors, quelle réponse avons-nous donné? Dans la première phase, le plan a consisté à mener à 20% de la population que nous allons déployer les vaccins à 20% de la population, mais avec en dessous de 8 degrés. Et nous ne savions pas que nous allons recevoir des vaccins à ultra bas température. Quand on nous a dit qu'on va recevoir à ultra bas température, nous allons commencer à courir où qu'on peut obtenir des équipes de moins 80 degrés. Et justement, les laboratoires du ministère de Santé avaient des équipements nouveaux de moins 80. Alors, ils nous ont emprunté ces équipements. Et c'est là où nous allons placer les vaccins à 80 et nous avons résolu cela. Et alors, nous avons aussi, vous ne pouvez pas me croire, mais les vaccins arrivent aujourd'hui. Disons demain. Ça arrivait 24 décembre, je me rappelle, et le 24 décembre, nous avons appelé nous, s'ils avaient une caméra, et s'ils pouvaient avoir un fournisseur, il est arrivé le 24 à 10 heures du soir pour nous installer, et le lendemain, on a reçu le vaccin. Et là, nous avons mis le vaccin. Je me rappelle que c'était de l'AstraZeneca. Et cela nous a aidés, mais nous avons trouvé solution. Après, nous avons acheté une autre chambre et nous avons commencé. Mais, rappelez-vous, c'était 20% seulement. Après, on a reçu plus de vaccins et où est-ce qu'on va les stocker? Alors, les vaccins arrivent. On n'avait pas seulement AstraZeneca, on avait le Sputnik et c'est un volume de 20 cc assez haut. Et cela prend beaucoup de place dans une chambre. Alors, ça nous a donc sur des stress aussi. Alors, il prend une stratégie pour la distribution rapide. En plus, le Sputnik, il faut la stocker à moins 20. Mais quand elle sort de moins 20 pour les installations de santé, il faut déjà faire une espèce d'étiquetage dynamique.
Mais les stratégies que nous avons employées dans les pays, c'est que les équipes de vaccination étaient déjà en place. Alors, on a mené les vaccins jusqu'à ces équipes-là, et ça veut dire qu'elle allait à -20 directement à l'application du vaccin. Ça ne passait pas par des autres niveaux. Cela nous a aidé énormément et c'est comme ça qu'on a trouvé des solutions. L'année 22, il y avait plus de disponibilité de vaccins. Nous avons déjà un plan d'acquisition d'équipes. On a pu acheter des équipements à travers COVAX, UNICEF, la coopération japonaise et des autres sources. Nous avons pu acquérir plus d'équipements et nous avons pu renforcer la partie au niveau national et subnational. Ici, vous pouvez voir dans les niveaux nationaux comment nous avons augmenté la capacité de stockage d'une année à l'autre et aussi subnational, nous l'avons augmenté parce qu'on avait simplement 20 000 litres à 102 000 litres. À ce moment, c'est ce que nous savons. Et encore, nous travaillons pour amplifier encore ces capacités. Si vous regardez au niveau municipalité, c'est moins. Parce que là, c'est différent. Les populations là sont mineures et la moindre, et on ne peut pas les donner des grandes équipes parce que ça dépend de leur population et des demandes. Alors, quelles leçons avons-nous appris? Tout cela, l'expérience que j'ai, c'est que nous ne maintenons pas un inventaire d'équipements mis à jour. C'est mauvais. Et cet inventoire, on doit l'avoir au moins dans une feuille Excel, au moins. Maintenant, ceux qui emploient un système approprié simplement pour cela, mieux encore. Mais on doit avoir cela. Ces inventaires d'équipements mis à jour sont la clé pour prendre des décisions rapides. Regardez ce qui est passé avec la pandémie. On était prêts. Et je me suis rendu compte que les autres pays n'étaient pas prêts parce qu'ils n'avaient pas ces projets à jour. Alejandro, vous avez une minute. Seulement, je vous disais, ça nous a permis d'avoir une couverture pour le COVID. Et les défis que nous avons maintenant, nous avons implémenté les LIGA au web. Et aussi, nous allons faire la partie des formations pour l'administration et les usagers. Et l'année prochaine, nous allons penser à faire le vaccin effectif, l'emploi effectif des vaccins. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Nicaragua, nous avons travaillé ensemble, OPS, UNICEF, nous avons employé des outils qui sont importants pour le développement et le renforcement et le support à la chaîne de froid et approvisionnement. Et aussi 5 ou 6 ans, et nous avons fait l'évaluation, leur a permis aussi d'implémenter de nouvelles équipes et faire les remplacements des équipes, anciennes équipes. Ça a été important aussi, les LIGA, et tous ces outils, quand l'implémentation des COVAX, nous avons pu leur donner le support pour qu'ils puissent implémenter. C'était la gestion d'inventaire et la capacité qu'ils allaient avoir. Alors, ça a été très important, le travail que nous avons fait avec les Nicaragua de façon que nous allons en avant. Maintenant, je vais appeler au podium Dr. Elena Lopez du Cuba. Bonjour, merci beaucoup au comité organisateur et spécialement Dr. Nora pour partager. Et nous allons passer dans cette présentation. Je vais vous expliquer l'impact de la création de l'immunisation de Cuba, quelle est la stratégie que les pays a suivi avec les vaccins COVID et les stratégies du point de vue national nous ont permis de ne pas perdre les couvertures de l'esquème et routine et l'impact de la chaîne de froid.
les programmes nationaux d'immunisation de Cuba avec 61 est intégré à tous les niveaux du système de santé, est totalement gratuit et adressé à la population suivant les cours de vie. En ce moment, cela protège contre 16 maladies et 4 façons graves avec 20 vaccins simples combinés et 12 sont de production nationale et 8 sont importés. 5 de ces vaccins sont administrés à des groupes à haut risque. Comme vous pouvez voir, l'introduction du pays correspond à l'année 2021 où on a incorporé les vaccins anti-COVID. Nous espérons en 2024, avec les supports de Gavi, pouvoir introduire PPH et pneumocoque. Ici, voilà, c'est 1962, année où le programme national d'immunisation a été fondé, où la première campagne de vaccins a eu lieu en 4 mois et demi, a eu l'élimination de la poliomyélite jusqu'à nos jours. Nous avons pu avoir le contrôle des 13 maladies et l'élimination de 13 maladies et le contrôle des autres 7 jusqu'à 2021 avec la pandémie COVID-19. Quand le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la pandémie de COVID-19, ce même jour, on a reporté dans les pays les premiers 3 cas. 2 mois plus tard, le président de notre pays a demandé à l'industrie biotechnologique cubaine le besoin de développer notre propre vaccin parce qu'on n'avait pas accès au vaccin du marché et la situation économique du pays. C'est comme cela que le 9 juillet de 2021, on a pu employer le premier vaccin d'urgence à Tala et le 20 juin, on a approuvé la vaccination massive à toute la population avec plus de 19 ans. Au mois d'août, on a ajouté les vaccins Soberana 0 et Soberana Plus. Tous les 3 septembre, on a approuvé la vaccination pédiatrique à partir de 2 ans et Cuba était le premier des pays qu'on a commencé à vacciner cette population. Le 6 décembre 2021, on a approuvé alors le vaccin de renforcement pour la population. Dans les actions principales qu'on a menées dans les pays pour pouvoir exécuter cette stratégie de vaccination COVID, et la conception, l'évaluation et suivi journalier de comment passer ces vaccins à ces nouveaux points de vaccin avec les défis de ne pas perdre la chaîne de froid. Il a fallu habiliter de plus 11 649 points de vaccination pour pouvoir couvrir toute la population dans le court temps que nous voulons vacciner. C'est là, bien sûr, la certification de ces points que nous n'avons pas employés avec la vaccination. Et maintenant, nous avons fallu former des autres 23 300 infirmières et les réserves pour qu'ils puissent fonctionner dans ces points de vaccins, comme l'incorporation de ces étudiants de médecine et infirmières avec l'organisation de la population. De cette façon-là, la population a commencé à se vacciner en suivant les stratégies de la population et on a réhabilité aussi pour la supervision avec la distance sociale. C'était une des mesures pour le contrôle de la pandémie, mais cela bien sûr nous a mené à employer plus de ressources humaines, à avoir des stocks d'urgence à ce point qui n'étaient pas habilités. Et pareillement, des impressions de modèles statistiques de surveillance pour pouvoir amplifier ces niveaux. Mais il peut aussi avoir une conception et implémentation d'un protocole pour ces personnes-là qui étaient handicapées, des personnes âgées et qui étaient alitées, qui ne pouvaient pas aller au point de vaccin, mais qui ne pouvaient pas les laisser sans vaccin. Et de cette façon-là, la graphe nous montre l'incidence et la mortalité de COVID-19 au Cuba versus des schèmes complets de vaccination COVID. Comme vous pouvez apprécier ici, le Cuba a commencé à vacciner quand la Delta il avait des morts avec des grandes intensités. Après les pays. Mais c'est en ce moment-là qu'on a pu employer d'urgence et on a commencé à vacciner. Comme vous pouvez observer dans la semaine 36, quand les 39,2% de la population avait un schème complet, on commence à avoir moins de morts. 2 semaines plus tard, quand on a eu 45% de la population avait déjà des schèmes complets, on commence aussi moins d'incidence. Comme vous pouvez voir, les dernières morts au Cuba de COVID-19 et le 19 août 2022.
Et sans doute, la graphe montre qu'il existe haute couverture de vaccination. On a pu contrôler n'importe quelle maladie, même si cette nouvelle est compliquée comme ça c'était à ce moment-là. Dans les cas particuliers des vaccins pédiatriques, on a commencé le 3 septembre, comme je vous avais commenté, quand on a autorisé l'emploi pédiatrique. Et en 2 mois, on a pu vacciner 97,5% de la population. Sans doute, c'était le résultat d'un travail conjoint entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, où les centres scolaires ont été habilités comme point de vaccination pour vacciner les étudiants. Avec cet intense travail et cette campagne de vaccination qui est arrivée à la vaccination de presque toute la population de Cuba, malgré le fait que le programme d'immunisation avait des campagnes d'expérience, mais celle-ci était la campagne, point de vue de l'universalité des vaccins et le temps que nous avions pour vacciner, un défi qu'on n'avait jamais assumé. Pareillement, nous n'avons pas plus, on a continué les vaccins de routine. Il a fallu commencer de faire des stratégies qui nous permettaient parallèlement, à la fois qu'exécuter ces vaccinations COVID, pouvoir ne pas perdre celles que l'on avait déjà, les succès qu'on avait déjà avec les schèmes de vaccination. Entre les principales actions, c'était la réalisation d'une liste nominale des enfants, garçons et filles, selon les résidences et les vaccins qui étaient en attente. On a employé la captation active avec des appels, des messages et ainsi l'utilisation des moyens massifs de diffusion pour pouvoir appeler les maires à des points de vaccination. On a ouvert aussi des autres points de vaccination, surtout on a habilité des points mobiles qui ont permis de faire le parcours de l'univers de cet enfant. On a employé le vaccin maison à maison, qu'on n'emploie pas dans les pays. Normalement, on a profité aussi des opportunités dans les cas les enfants d'aller au centre de santé pour pouvoir faire la vaccination, la co-administration des différents vaccins qui par date données techniques soit possible de l'administrer. Simplement, on a implémenté des schèmes accélérés. La vaccination scolaire a été récupérée une fois qu'on a ouvert les centres scolaires. Et tout cela a été suivi avec une analyse par semaine très minutieux des enfants à tout le niveau d'exécution de santé jusqu'à ce qu'on a pu faire la vaccination de tous les enfants. De cette façon-là, vous pouvez observer dans la graphe comment, dans les années avant la pandémie et avec la pandémie, la couverture de vaccination du pays se sont maintenues sans différence significative entre les différents genres, et pas seulement au niveau pays, aussi au niveau des municipalités et secteurs santé. C'était pas seulement une couverture nationale, mais nous avons travaillé même la partie subnationale et secteur de santé. Comme vous pouvez voir dans les graphes, on a toutes les municipalités ont des couvertures de vaccination de plus de 85% pour 2023. Voilà, c'était possible, c'est la stratégie de vaccination COVID, de façon que nous avons pu continuer à faire les vaccins routinaires. Merci par le renforcement qu'on a reçu par 3 millions de dollars des agences de OPS et UNICEF qui nous ont donné le support avec l'acquisition des réfrigérateurs, des thermomètres, des iPads qui nous ont permis la réhabilitation des autres thermos qu'on avait, des indicateurs, des congélateurs, indicateurs thermos et des thermomètres pour thermos et aussi comme thermomètre de registre continu des vaccinations et température. Et de cette façon, la structure de la chaîne de froid s'est vue renforcée, pas seulement au niveau des vaccinateurs existants. Cela a permis, bien sûr, l'aperture de nouveaux points de vaccination dont on faisait référence à renforcer la vaccination foyer à foyer, la vaccination scolaire et aussi la satisfaction du personnel avec les appareils acquis. Et cela a permis les pays d'avoir 70% avec des équipements avec réfrigérateur. Cela a enlargi la capacité de stockage avec les possibilités pour l'introduction de nouveaux vaccins. Et ça a donné plus de sécurité au contrôle de la température en agent des équipements préqualifiés. Et les nouveaux réfrigérateurs ont été aussi très utiles et contre différentes
des blocs électriques qui affectent le pays. Et maintenant, nous allons nous adresser à acquérir une chambre froide avec le support de OPS combiné pour l'aéroport international José Martí, avoir 30% des vaccins avec des équipements préqualifiés et faire un atelier international de gestion effective des vaccins pour former et donner des outils d'implémentation. J'espère que vous avez aimé la présentation et surtout que vous avez eu, j'espère avoir transmis comme organisation avec persévérance et travail en équipe, et spécialement avec un travail ensemble et coordonné entre les ministères de santé et les agences des Nations Unies, il est possible de maintenir et couvrir la vaccination. Merci Nena. Je veux seulement souligner, inviter ici les pays des Amériques pour pouvoir faire l'évaluation de gestion effective des vaccins, qui est quelque chose de très important pour pouvoir aller plus profondément de qu'est-ce qui est arrivé avec la chaîne de froid, l'approvisionnement, et nous avons aussi la nouvelle version de l'outil 2.0. Alors, je veux souligner ce point-là. La prochaine présentation va être en vidéo. Et nous allons mettre les vidéos de Clara Villana Sosa de la Colombie. Et nous allons voir les vidéos et nous allons voir la présentation aussi sur l'écran. Les vidéos, s'il vous plaît. Voilà, les internet, Claudia Linares Sosa, et avec le système d'information du ministère de Santé de la Colombie. Et moi, je vais remercier l'invitation à cette réunion. Maintenant, je vais présenter le système d'information nominal des vaccins de la Colombie. PyWeb, c'est le nom. Notre système d'information nominal existe depuis 2013. C'est un système qui contient de l'information de toute la population de la Colombie. Il a une officielle en 2020 avec de nouveaux modules et nouvelles technologies dans le système. Et c'est là notre système d'information a des objectifs qui c'est de l'opportunité, la qualité de l'information pour pouvoir prendre des décisions dans les pays. Dans ce cas-là, nous avons toute l'information des vaccins des personnes qui nous permet d'obtenir pareillement les couvertures et avoir des informations confiables pour la prise de décision. Cela permet de la traçabilité nominale de l'administration des vaccins. Et cela est important de tenir compte que notre système a 7 modules qui sont intégrés entre eux-mêmes, pour pouvoir faire avoir une traçabilité du vaccin du moment qu'elle arrive au pays, du moment qu'elle est appliquée aux personnes. Améliorer la gestion et inventaire et distribution, conservation, et stockage et transport de tout ce qui a à voir avec les marchandises. Et nous avons intégré plusieurs modules, ce qui nous permet d'avoir l'information intégrée de l'inventaire en temps réel des vaccins dans tous les pays. Améliorer l'efficacité pour le vaccin par exemple de l'information en ligne. Dans ce sens, nous avons les carnets de vaccination qui est généré dans les systèmes, lesquels on peut générer les vaccinateurs. Si les usagers perdent les carnets, nous allons aussi vouloir faire un développement d'avoir un carnet digital qui soit disponible pour les personnes qui, à travers des moyens sûrs, ils puissent le faire. Il optimise la disposition sur la vaccination personnes et les institutions. Nous avons ici les institutions qui sont acteurs dans les vaccinations, qui correspondent aux institutions qui donnent les services de santé et aux centres de stockage où on distribue des vaccins à toutes les municipalités du pays. Et la capacité que je vais vous montrer ici, en quoi ça consiste, ce module. Nous avons des PyWeb. Nous avons plus de 53 millions de personnes créées. C'est augmenté dans la pandémie puisqu'on a mis plus de 100 millions de doses. Ça veut dire que nous avons une importante information de tous les Colombiens et les personnes
habitent la Colombie, même les migrants et des étrangers qui ont pu avoir été vaccinés dans le pays. Plus de 330 millions de registrés avec les schèmes permanents et réguliers et celle de COVID. Plus de 11 000 usagers actifs dans chacun des points. On prête les services et plus de 2600 institutions actives dans les vaccins. Comme je vous avais commenté, le système nous permet une traçabilité du vaccin à travers le système et différents modules. Celui d'inventaire, nous avons les entrées et les sorties du moment que le vaccin arrive au pays jusqu'à elle est distribuée dans un grand centre de stockage régional. Il fonctionne comme cela. C'est arrive à pays, c'est distribué à notre stock régionaux et de là, on les passe aux municipalités, aux institutions qui donnent les services de santé. Nous avons les modules de demande où on peut calculer la partie biologique pour chacun des niveaux selon l'inventaire et les besoins établis en vaccination. Les modules de la chaîne de froid que je vais vous expliquer avec plus de détails. C'est un module nouveau qui nous permet de vérifier la concentration continue de vaccins. Nous avons toutes les capacités de froid dans le pays et toutes les maintenances de la chaîne de froid qui doit se réaliser. Les modules de biologique où on enregistre les données d'usagers et ça est spécifiquement le module des métriques où on configure le schéma et celui des rapports où on peut avoir les registres des vaccins mensuellement et plus d'informations sur la prise de décision dans les pays et spécifiquement pour renforcer ces territoires où on n'a pas les couvertures de vaccins. Les structures, comme je vous disais, on a 7 modules. Les modules d'application, nous avons toute l'application du vaccin, la traçabilité des schèmes. Nous avons plusieurs, les interopérabilités avec les systèmes d'information de notre ministère et l'évolution qu'il y a dans les registres où on crée toutes les personnes du pays. Les pays et l'institution qui prennent en charge de tous les documents des registres civils, la documentation des citoyens en Colombie, les modules des demandes qui ont à voir avec tous les calculs des besoins, les vaccins, les demandes faites, les modules d'inventaire, et c'est un module très important puisque cela nous permet de pouvoir voir en temps réel l'expiration des centres de stockage et les institutions qui donnent les services. Interopérabilité avec les modules des systèmes d'inventaire au niveau national c'est là où on met les vaccins au niveau national et les systèmes comptables. Un module d'exchange de froid qui a toute la traçabilité et gestion des marchandises et c'est très important. C'est un nouveau module qu'on a voulu renforcer et intégrer dans notre système parce que autrement, pour voir les températures, vérifier les inventaires des froids et les maintenances préventives et correctives. Les modules d'administration d'usagers, nous avons des rôles spécifiques dans le système et chaque rôle, ça veut dire chaque permis de chaque personne de ses fonctions dans le système. Si c'est quelqu'un qui est vaccinateur, administrateur, coordinateur des départements, par exemple, et là, on donne la permission. Tout cela avec des mécanismes sécures. La protection des données des usagers, des modules, des matrices, des marchandises, où on voit la qualité et cela nous donne qu'on ne puisse pas mettre des informations pas valides. Les modules des rapports, lesquels est un module important où nous avons les contrôles, la couverture, par département et on peut aussi la interopérabilité pour les données et l'information. Et nous avons un processus de développement des mobiles. Et stratégie pour télécharger l'information sans avoir de délai dans les zones éloignées où nous n'avons pas d'accès. Les modules de chaîne de froid, comme je mentionnais, nous avons des catalogues des équipements où on met tous les équipements que nous avons
dans les pays et nous avons PQS comme standard. Les inventaires, la température de l'environnement, les modules de quarantaine et nous avons divers types de rapports, les équipes, les consolidés, les températures quand effectivement on a eu des risques. L'inventaire d'équipe ici, ce sont les écrans pour la création des inventaires et tous les équipes doivent avoir le catalogue PQS et les équipes peuvent s'associer à quarantaine. Nous devons avoir une entité régulatrice, INVI, pour la Colombie. Et chaque entité est responsable de la création et de la garde des équipes, réfrigérateurs, thermomètres et des autres équipes. Ici, les modules de température où on crée la perte, on fait les rapports à l'INBIMA et on a tous les soutiens pour vérifier si les vaccins peuvent être utilisés ou pas et on va l'enregistrer dans les systèmes. Sinon pas, l'INBIMA fait l'évaluation pour déterminer si on est dans une situation où il faut la quarantaine. C'est tout. Merci de votre participation dans cette importante conférence. Voici mon courrier. Si vous avez des questions, à bientôt. Merci Claudia Liliana qui est connectée. On vient de m'informer qu'à cause du temps, nous ne pourrons pas prendre des questions. Nous allons prendre une question en anglais et une autre en espagnol pour être préparés. Commençons en espagnol d'abord et après passons à une question en anglais pour que les expositeurs peuvent utiliser leur dispositif. Vous pouvez lever vos mains si vous avez des questions. Merci. Merci. Félicitations. Ils ont été des présentations magnifiques qui nous a montré des histoires de succès. D'abord pour Cuba, le service delivery, pour atteindre les couvertures. Est-ce que vous avez implémenté des actions de communication pour les changements de comportement? Il serait intéressant de voir les succès que vous avez eus concernant la Colombie. Peut-être savoir avec tous ces systèmes, ce n'est pas clair pour moi. Vous avez dit que vous avez fait l'enregistrement même des migrants. Et la population des migrants ne veut pas avoir leur nom ou d'informations s'ils ne sont pas, si leur statut n'est pas légal. Comment vous faites pour enregistrer ces personnes sans qu'ils soient identifiés comme tels? Et aussi, s'il y a des études sur les enfants, les filles et les garçons à 0 dose et s'il y a des actions pour pouvoir sauver ces enfants grâce à l'information reçue du système. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. Toute campagne de vaccination est liée à une campagne de communication. Il y a un défi très important et il y a une stratégie de communication par télévision, radio, bulletins, travaux communautaires au niveau du bureau des étudiants de médecine. Ils avaient le devoir d'aller partout au foyer et montrer un bulletin pour montrer
à quelle heure les personnes devaient aller pour se faire vacciner. Sinon, le système pourrait collapser. Toutes les personnes, à- toutes personnes ont par exemple, une médecin ou une infirmière qui sert à une population. Il servait comme un point de contrôle. Cet étudiant, cette infirmière, ce médecin aidaient pour dire à la population quel jour elle devait aller pour se faire vacciner. Toutes les radios, la télévision, les bulletins, ils avaient toute une campagne de communication. Nous, pour la polio, on a utilisé la polio orale. On a pu l'administrer à travers les campagnes. Donc, la population était prête. Ce n'était quelque chose de nouveau, mais c'était pour nous un grand enjeu. Claudia Liliana est ici sur le téléphone portable. Il faut utiliser la technologie, donc voyons comment ça va fonctionner. Claudia Liliana, elle est en speakerphone. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Oui, allez-y. On vous écoute. Des salutations. Je peux répondre à la question. Notre système dans les pays a dû être standardisé avec divers types de documents tels que les permis, les protections temporaires et d'autres documents. On a dû les utiliser pour pour l'enregistrement dans les systèmes pour pouvoir utiliser l'information. Pour le système des migrants, on a utilisé un système standardisé pour avoir l'unification pour la population des migrants. Ça dépend s'ils avaient la permission ou ça dépendait du type des documents. Pour les cas concernant l'autre question sur la recherche de ces personnes, effectivement, nous avons un module, un système d'information où par date de naissance ou date de vaccination, nous pouvions vérifier les personnes qui n'avaient pas reçu les services. Dans le cas de la Colombie, les EPS vont faire les vaccinations et ils vont faire la gestion pour la recherche de ces personnes. Un défi que nous avons, c'est la relocalisation géographique des personnes qui devaient se vacciner. Pouvoir trouver ces personnes et pouvoir les vacciner. Nous voulons pouvoir voir les personnes qui doivent être vaccinées et ne pas perdre la possibilité de les vacciner. Est-ce qu'il y a des questions en anglais? Les micros? Bon, on m'a dit qu'on n'a plus de temps pour prendre la question en anglais, mais de toute façon, on vous invite pendant la pause café, pendant le déjeuner. Si vous avez des questions, les participants de cette session peuvent vous répondre. On vous remercie à vous tous de votre participation et aux conférenciers, merci beaucoup. Et nous allons continuer en communication. Merci beaucoup.